I like the attention, I must admit, I like the attention. And that's pretty much it. And I like to be on TV. He requested that he would like to go out on auditions and do commercials and act. He was very interested in it. I just want to really make memorable movies. You know, you make certain movies and a lot of times they get forgotten. I want to make films that resonate through time. How's it going? Okay. These things are all pain sometimes, but I'm all right. I'm all right so far. It's my second interview. Only the second interview. I had a prostitution ring on my street corner. There were drug addicts in my alleyway. It was a pretty hardcore neighborhood, and I think that gave me a lot of motivation to sort of, I think, be successful really and try to do something else. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. Let us not take this planet for granted. I do not take tonight for granted. Thank you so very much. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'attaque à un sacré morceau. J'ai nommé ce morceau Leonardo DiCaprio. Oui, ça faisait très longtemps que je voulais faire le portrait de cet acteur et en fait il y a tellement de choses à dire que je vais faire plusieurs vidéos. Je vais les faire par thématique. Donc aujourd'hui, on va vraiment faire son portrait, on va retracer tout son parcours, on va également citer ses films notables. Par contre, je ferai une partie entièrement dédiée à son rapport avec les jeunes femmes. Voilà, ce fameux gag de Léo avec les femmes qui ne dépassent pas les 25 ans. Mais c'est vraiment pas sous l'angle de la moquerie que je veux aborder cette vidéo-là. Vous verrez, j'ai quand même mon analyse là-dessus et j'inclurai également dans cette partie-là l'histoire avec P. Diddy. Je sais que comme ça peut paraître complètement hors sujet, les deux ensemble, mais vous verrez. Par ailleurs, je ferai aussi une vidéo entièrement consacrée à la DiCaprio Mania, parce que ça a été un tel phénomène que ça méritait vraiment une vidéo à elle toute seule quoi. Et pour le fun, je voulais également faire une vidéo à part concernant l'histoire d'amour platonique entre Kate et Léo. Ça, j'avais un petit peu abordé ce pan-là dans la vidéo sur Kate Winslet et je voulais pas faire doublon également dans la vidéo de Léo, mais du coup je me suis dit et si je faisais carrément une vidéo sur le sujet où vraiment je retrace bien toute leur relation du début jusqu'à maintenant, il n'y a pas de fin encore. C'est une très belle histoire, donc je me suis vraiment amusée à vous l'écrire pour en faire un sujet à part. Donc voilà pour l'introduction de ce long chapitre consacré à Léo. Donc on va se jeter dans le grand bain, mais avant de démarrer la vidéo, je souhaite remercier notre partenaire du jour, CyberGhost VPN. Je ne le répéterai jamais assez, mais un VPN, c'est vraiment un outil indispensable quand vous surfez sur Internet, surtout lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi qui est public. Car grâce à CyberGhost et son système de tunnels privés sécurisés, vous serez protégé des hackers, également des sites malveillants, car ce tunnel permet de crypter vos données, également de masquer votre adresse IP et du coup de protéger toutes vos données personnelles. Adresse mail, mot de passe, coordonnées bancaires, très important. Concernant la partie un peu plus fun, vous pourrez également avoir accès à du contenu géo-restreint, et ça sur une quarantaine de plateformes. Rien de plus facile, vous choisissez la plateforme, ensuite vous allez sur CyberGhost, vous sélectionnez le pays auquel vous voulez avoir accès au catalogue, vous cliquez, vous rafraîchissez le site sur lequel vous souhaitez visionner le catalogue. Et voilà, vous avez donc le catalogue du pays qui s'affiche avec ses exclusivités. Je vous précise également que CyberGhost est compatible avec Mac iOS, Windows, console de jeu, télé, entre autres. Et avec un seul abonnement, vous pouvez couvrir jusqu'à 7 appareils, ordinateur, tablette, téléphone portable et en faire également profiter vos proches. Donc n'hésitez pas à rejoindre les plus de 38 millions d'utilisateurs en cliquant sur le lien que je vous mets à l'écran, mais également en barre d'infos qui vous permettra aussi d'avoir 83% de réduction. Ça vous reviendra donc l'abonnement à 2 € par mois. Vous avez en plus 4 mois offerts, 45 jours satisfaits ou remboursés, sans oublier que vous avez une assistance technique disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français.
Donc écoutez, j'ai envie de dire, que demande le peuple? N'hésitez pas à tester. Et c'est parti donc avec notre sujet du jour. Leonardo DiCaprio. C'est vraiment un portrait intéressant parce qu'on a vraiment là l'exemple même du self-made man, hein, donc un homme qui s'est fait tout seul. Il est parti vraiment de rien et aujourd'hui, voilà quoi, Leonardo. Né le 11 novembre 1974 à Los Angeles, Leonardo Wilhelm DiCaprio est le fils unique d'Irmeline et de George DiCaprio. Ses parents ont choisi ce prénom car alors que sa mère était enceinte de lui lors d'une lune de miel à Florence, elle a senti donner des coups de pied assez intenses pendant qu'elle regardait un tableau de Léonard de Vinci à la Galerie des Offices. Du coup, bon, c'était un signe, hein, donc voilà pourquoi elle a appelé Leonardo. Et il a vécu donc une enfance mouvementée entre Hollywood Boulevard et Western Avenue à Los Angeles. En effet, dans ce quartier malfamé, il déclare qu'il a vu littéralement la drogue tous les jours quand il avait 3 ou 4 ans. Voilà l'ambiance. J'ai grandi dans une grande pauvreté et je mourais d'envie de voir ce qui se passait de l'autre côté de ce sinistre spectre. Alors, l'occasion s'est présentée sous la forme d'une bourse d'études à l'University Elementary School, qui est actuellement UCLA Lab School, pas très loin de chez lui. Du coup, Léo a saisi sa chance. Une expérience merveilleuse. C'était comme un petit jardin d'Éden. Et ça lui a donc permis de devenir ce qu'il est aujourd'hui, mais ça a aussi eu de lourdes conséquences. Quand je suis retournée dans le système scolaire public, c'était comme un brutal retour à la réalité. J'ai été tabassée le jour où je suis arrivée parce que j'avais l'attitude de ceux qui savent vivre harmonieusement entre eux. Donc voilà ce qu'il raconte, hein, avant d'éclater de rire. Donc oui, il rigole de son passé, même si ça n'a pas toujours été très joyeux. Donc bien qu'il ait grandi dans un environnement dangereux, dans sa propre vie de famille, là par contre il n'y avait aucun souci, il a vraiment pu s'épanouir. Ses parents ont divorcé alors qu'il était encore tout petit. Léo a principalement été élevé par sa mère, une secrétaire juridique née en Allemagne. Et malgré le divorce précoce de ses parents, il est resté proche de son père, dessinateur et distributeur de bandes dessinées. Et l'ancien couple a tout fait pour que leur fils échappe au sort aliénant de nombreux enfants de parents divorcés, ce qui a ouvert la voie à son succès. Grâce à ses cultures multiples, Leonardo passe toutes ses vacances à Düsseldorf, en Allemagne, chez ses grands-parents maternels. Les parents de Léo sont très importants dans sa vie. Léo note que son père lui a toujours dit de faire ce qu'il voulait et que ce qui comptait vraiment n'était pas la réussite. Ce qui comptait, c'était de profiter de chaque instant. Donc en plus de prodiguer à leur fils des conseils motivants, ses parents l'ont encouragé très tôt à s'investir pleinement dans ses passions. Voici ce que Léo déclare. « Mon père m'a toujours dit « Fonce fiston et quoi que tu fasses, peu importe que tu réussisses ou non, mène juste une vie intéressante. » Alors son père par la suite, il s'est remarié à Peggy Ann Sanders, mère d'Adam Farrar, de 3 ans son aîné. Lui, il est né le 4 octobre 1971. Il est également acteur, producteur et fils de Michael Anthony Farrar. Donc Léo déclare « J'ai vécu à Hollywood et ironiquement, je ne savais pas qu'on pouvait simplement trouver un agent, passer des auditions et tenter de devenir acteur. Je pensais que c'était une tradition maçonnique, une lignée à laquelle il fallait appartenir jusqu'à mes 13 ans. Puis j'ai compris ce qu'il fallait faire et c'était la seule chose que je voulais faire pour le restant de mes jours. » Donc à 13 ans, révélation, il peut donc devenir acteur. Ses parents l'emmenaient à des auditions tous les jours après l'école. Ça a finalement conduit Léo à se consacrer à une carrière d'acteur à temps plein. Donc Léo, il a commencé à faire des pubs dans les années 80 pour les petites voitures Matchbox, les chewing-gums Bubble Yum, également les magasins Fred Meyer. Il a joué un petit rôle dans 2 épisodes de la série The New Lassie. Dans la même période, on a aussi pu le voir au casting d'autres séries telles que Santa Barbara, Roseanne, Parenthood ou Quoi de neuf Docteur, ainsi que dans l'émission Disney The Mickey Mouse Club. Et c'est donc en 91 que Léo joue pour la première fois dans un long métrage. Bon, il s'agit d'un nanar, c'est Critters 3 qui sort directement en vidéo. On va pas le juger là-dessus, c'était difficile de reconnaître le talent de Léo vu le film, mais on va dire qu'il a un petit pied maintenant dans le cinéma, mais pour autant la bataille ne va pas être gagnée. Une fois sa carrière lancée, Léo est resté sans emploi pendant plus d'1 an et demi. Il a envisagé d'abandonner complètement sa carrière d'acteur en raison d'une longue série d'auditions infructueuses.
talentueuse, mais il s'est accroché et bam, 2 ans plus tard, il tourne aux côtés de Robert De Niro dans le film Blessure secrète qui retrace les mémoires de Tobias Wolff, véritable souvenir de son enfance. À cette époque-là, Léo a bénéficié des conseils de Robert De Niro qui ont transformé sa façon d'agir à jamais. Lors de son audition de Tobias Wolff à 15 ans, Léo se souvient avoir ressenti le besoin de faire quelque chose d'inoubliable. En même temps, il voulait faire ses preuves. Il joue aux côtés de Robert De Niro. Quand même. Parenthèse, dans ce film, on a aussi Elisa Dushku. Elle était petite, c'est difficile de la reconnaître, mais c'est bien elle. Dans une interview accordée à Deadline, Léo évoque ce rôle crucial et le choc culturel qu'il a ressenti en entrant dans la cour des grands. Il a révélé que le réalisateur du film, Michael Caton Jones, s'était excusé auprès de lui pour avoir été si méchant avec lui alors qu'il était encore très jeune. Et Léo était complètement déconcerté par ses excuses. Pour lui, ce réalisateur, il le considérait comme un grand frère génial que j'aurais pu avoir lors de mon premier long métrage. Tu m'as tout expliqué. Tu m'as expliqué les bases comme un entraîneur de petite ligue, me disant littéralement comment gérer les bases car je n'y connaissais rien. Donc Léo ne lui en veut pas qu'il ait été dur avec lui, au contraire. Et à cette époque-là de sa carrière, Léo avait travaillé sur des publicités et des plateaux de télévision, comme je vous l'ai dit, des environnements plus détendus. Il ne comprenait pas les différentes nuances des plateaux de tournage. Donc heureusement quelque part que ce réal l'a guidé. Par ailleurs sur le plateau, Robert De Niro a montré à DiCaprio comment un acteur sérieux aborde son travail. Après ce film, Léo va livrer une époustouflante prestation face à Johnny Depp dans le rôle d'un jeune garçon handicapé, Gilbert Grape. Si vous n'avez pas vu ce film, pitié, regardez-le, c'est vraiment un bijou. Il a été réalisé par Lasse Hallström. À cette époque-là, il a 19 ans. Sa performance, elle est forcément saluée par la critique et par le public. Et si le New York Times l'a trouvé éblouissant, Martin Scorsese, son futur mentor, a même cru que Léo était véritablement victime d'un trouble mental. Pour vous dire, et il n'a pas été seul à le penser d'ailleurs, il a été nommé pour un Oscar et un Golden Globe. Donc on peut dire que là, Léo a explosé aux yeux du monde avec ce second rôle. Et justement, pour avoir le rôle d'Arnie Grape, Léo s'est inspiré d'une vidéo d'un jeune déficient mental envoyé par le réalisateur Lasse Hallström. Il a pris les choses à bras le corps. J'ai regardé la façon dont ce gosse bougeait les yeux et le corps et j'ai essayé d'entrer dans sa tête. C'était intéressant à faire parce qu'il était totalement imprévisible. J'ai donc choisi d'improviser chaque fois que j'ai senti que ça fonctionnait dans la scène. J'ai copié beaucoup de ses manières et je me les suis appropriées. Donc un joli travail pour un rôle définitivement à part. Par la suite, au cours de l'année 1995, il va s'illustrer dans Rimbaud Verlaine, dans lequel il joue le poète Arthur Rimbaud, rôle très particulier d'ailleurs, pareil, il est juste excellent. Puis dans Basketball Diaries, il a à peine 20 ans et il exploite tout son potentiel d'acteur. Il est déchirant, c'est l'un de ses plus beaux rôles. Alors par contre, attention, c'est un peu dans la veine de Requiem for a Dream en termes d'horreur, de descente aux enfers, quand on parle de substances, de milieu junkie, etc. C'est très dur et Léo a tout juste 20 ans. Dans ce film, il est... De toute façon, il est bluffant de film en film, surtout quand on sait l'âge qu'il a. Et concernant ses partenaires à l'écran, sachez que Léo n'était pas particulièrement enthousiaste à l'idée de jouer avec Mark Wahlberg et vice-versa. Lui non plus, il pensait pas que Léo était un bon choix pour incarner Jim. Donc malgré les a priori de l'un et l'autre, finalement lors de l'audition, tout de suite ça l'a fait. Le tournage s'est très bien passé, mais pour autant les rumeurs d'une dispute entre eux ou d'un désaccord, c'est resté, à tel point que même 20 ans plus tard, on continue encore à demander à Mark Wahlberg ce qui s'était passé sur ce tournage. Et rien en fait. Ils ont même rejoué ensemble des années plus tard dans Les Infiltrés, où ils ont tous deux été nominés aux Oscars. Et voici ce que Mark déclare: ce n'était pas un désaccord, c'était juste que je pensais que nous avions tous les deux une opinion bien précise l'un sur l'autre. D'ailleurs, il a même aidé par la suite Mark Wahlberg à décrocher le rôle principal dans Fear, thriller culte pour adolescents aux côtés de Reese Witherspoon, qui l'a fait connaître car Léo avait refusé le rôle et il a recommandé à la place Mark Wahlberg. Mon côté cœur, à peu près à cette époque-là, Leonardo sort avec Bridget Hall. Donc ce mannequin aurait été la première petite amie
officielle de Léo. Donc elle est ancien mannequin de Victoria's Secret, mais ça va pas durer, hein, vous vous en doutez. Donc après ça, Leonardo va jouer dans le western de Sam Raimi, Mort ou Vif, aux côtés de Sharon Stone, Gene Hackman et Russell Crowe. Également dans le drame familial Simple Secret, avec Meryl Streep, Diane Keaton et encore Robert De Niro. Et dans tout ça va se caler également le film Danse Plume. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai fait toute une vidéo sur l'histoire de ce film. Je vous invite vivement à aller la regarder. Je vous la mets dans le petit, hein, là ou là, je ne sais jamais. Et juste après ce tournage particulier, en 1996, Roméo plus Juliette voit deux stars montantes à Hollywood, Claire Danes et Leo DiCaprio, au générique de cette adaptation de la pièce de William Shakespeare par Baz Luhrmann, mon réal préféré. Donc mise en contexte, on est au milieu des années 90, lorsque Baz Luhrmann travaille sur la préparation de l'adaptation de l'œuvre shakespearienne. Il est séduit par la candeur d'une actrice déjà remarquée dans Léon, Nathalie Portman. Elle aurait fait une Juliette parfaite si elle n'avait pas été âgée de seulement 13 ans. Elle a quand même été invitée à passer des essais avec Leonardo DiCaprio dans la villa australienne de Baz Luhrmann. Et là, Baz, il s'est bien rendu à l'évidence, quoi. Malgré son talent, Nathalie est trop jeune. Ils ont dit que quand on s'embrassait, on avait l'impression que Leonardo, 21 ans à l'époque, hein, m'agressait, a confié Nathalie Portman. C'est finalement Claire Danes, 16 ans, au moment du tournage, qui sera choisie. Donc, bien avant de savoir qui était Leonardo DiCaprio, Baz Luhrmann avait jeté son dévolu sur lui. En fait, quand il a vu la tête de Léo dans une photo de paparazzi, il a vu ses yeux bleus perçants et il a pensé, voilà à quoi devrait ressembler Roméo. Si seulement ce garçon pouvait être aussi un acteur. Bah ça tombe bien, il l'est. Donc Baz Luhrmann fait la connaissance de Léo, comédien le plus prometteur de sa génération, et après quelques essais, le réalisateur se rend compte du joyau sur lequel il est tombé et ne conçoit plus de faire Roméo plus Juliette sans lui. D'ailleurs, Léo fait partie des raisons pour lesquelles la Fox a accepté de produire le film. Après s'être envolé pour l'Australie, Leonardo a participé à un atelier vidéo afin de persuader le studio de se lancer dans le projet. Donc merci Léo. Mais il fallait se démarquer. Avec Hamlet, Roméo et Juliette est certainement la pièce de Shakespeare la plus populaire au monde. L'histoire d'amour la plus tragique et célèbre a été reproduite des centaines de fois. Donc quand Baz Luhrmann s'y attaque, il sait qu'il devra frapper fort pour se démarquer. C'est alors que lui vient l'idée de déplacer l'intrigue en plein milieu des années 90, dans le quartier de Venice Beach à Los Angeles. Donc Venice Beach, du coup, ça se transforme en Vérone. Hein. Les palais et les tenues des nobles du XVe siècle sont remplacés par les quartiers sales de la vie californienne. Une esthétique kitsch à souhait qui fait tout le charme du film. Mais le plus difficile fut de retranscrire mot pour mot les répliques écrites par le dramaturge dans cette fresque moderne. Pour Leonardo, ça a été un véritable challenge. Ce que je ne voulais pas faire, c'était parler avec une diction parfaite comme on l'attend dans une pièce de Shakespeare. Je ne voulais pas que chaque syllabe soit poétique et que chaque phrase rime avec la suivante. Il fallait que ça ressemble à une véritable conversation et toute l'équipe était d'accord avec ça. Et oui, sacré challenge. Moi, j'étais bluffée. Hein. C'est pour ça que j'adore autant ce film. Garder le texte original transposé à notre époque, pour moi, c'est du génie. Bon, bref. En tout cas, ça a été tourné au Mexique et tournage tumultueux, en fin de compte. Après avoir dû stopper le tournage pendant une semaine parce que Baz Luhrmann était malade, c'est un membre de l'équipe qui a été attaqué. Sur le plateau, le coiffeur et maquilleur Aldo Signoretti a été kidnappé par un gang mexicain. Oui, carrément. En échange d'une modeste rançon de $300, les kidnappeurs ont éjecté le coiffeur de cinéma de leur fourgon pour le relâcher, lui cassant la jambe au passage. Véridique, hein, on se croit dans un film. Par ailleurs, Claire Danes a admis avoir été attirée par le nouveau chouchou d'Hollywood, mais elle refusait de céder à l'attraction. Il y avait définitivement une étincelle, mais je pense qu'aucun de nous deux ne savait comment la gérer. Donc, nous nous sommes parfois ignorés. C'était trop gros pour que nous l'acceptions vraiment. De son côté, Léo a admis dans une interview qu'il avait été subjugué par la performance
performance de Claire. Elle est arrivée et était tellement dans le moment. Elle n'a pas essayé d'interpréter Juliette comme une petite fleur angélique, avec des mouvements de la main trop précis et qui sonnent faux. Elle m'a juste regardé dans les yeux quand nous faisions la scène où nous sommes censés être ensemble et a commencé à déclamer ses répliques naturellement sans réfléchir. Donc top, c'est cool. Cependant, l'ambiance sur le tournage n'a pas été une partie de plaisir en raison de tensions qui sont finalement rapidement apparues entre Claire et Léo. En effet, Claire trouvait que Léo était immature, tandis que lui la trouvait trop coincé. Donc, selon plusieurs sources à l'époque, les deux jeunes acteurs s'adressaient à peine la parole sur le tournage, en dehors des scènes qu'ils devaient tourner ensemble. Alors la raison était principalement liée à leur personnalité, donc Léo était connu pour son côté bout en train, alors que Claire Danes aimait évoluer dans un environnement studieux. Surtout, elle était particulièrement angoissée par les scènes intimes avec Léo à l'écran, une frayeur comprise toutefois par Léo qui louera sa maturité après coup. Et autre détail qui a continué à alimenter ces rumeurs, c'est que Claire Danes s'est vue proposer après Roméo plus Juliette d'incarner le personnage de Rose dans Titanic, qui finira par être confié à Kate Winslet bien sûr. Et à l'époque, sa mésentente avec Léo sur le tournage de Roméo plus Juliette avait été pointée du doigt comme la principale raison de son refus. Non, c'était un choix personnel. Elle n'a jamais regretté, malgré le succès planétaire du film de James Cameron. Elle a juste dit que le tournage de Roméo plus Juliette l'avait épuisée et qu'elle ne souhaitait pas enchaîner avec une autre super production. Des années plus tard, Claire n'aura que des mots tendres envers Leonardo dans la presse, preuve que les tensions entre eux se sont rapidement dissipées. C'est un génie depuis des décennies et il n'est pas très vieux. C'est un acteur tellement exquis et nous l'aimons tous. Donc elle avait dit ça en janvier 2016. Côté cœur, justement, lors de l'avant-première de Roméo plus Juliette, on a pu le voir aux côtés du mannequin Kristen Zhang, mais le couple a rompu peu avant la sortie de Titanic, et c'est là donc qu'il est devenu une célébrité internationale. Donc justement, s'il y a bien un film qui l'a propulsé au sommet de la célébrité, c'est bien sûr Titanic de James Cameron. J'annonce d'ores et déjà que je vous ai prévu une vidéo entièrement consacrée à l'aventure du film Titanic. Pour ceux qui ont vu mon post sur Instagram, voilà, vous l'avez compris, je suis en train de lire un livre que j'avais acheté à l'époque. C'est mon film préféré. J'en ai encore un autre après à lire et je vous ferai donc une vidéo entièrement consacrée à ce film. Donc là, Leonardo doit choisir entre le méga blockbuster de James Cameron et le deuxième long métrage d'un nouveau réalisateur prometteur, Paul Thomas Anderson, qui pour son film Boogie Nights cherche encore le bon casting pour la star du X, Eddie Adams, alias Dirk Diggler. Bien sûr, Leonardo ne va pas jusqu'à regretter son choix d'avoir rejoint Titanic. Pourtant, il a admis dans une interview qu'il aurait vraiment aimé travailler sur ce film. Mon plus grand regret, dit-il, c'est Boogie Nights. Je suis un grand fan de Paul Thomas Anderson, mais lorsque je l'ai rencontré pour ce rôle, je n'avais pas beaucoup vu ses précédents travaux. Maintenant, j'adore le film. Problème de timing, mais comment regretter Titanic? Il a même failli le rater, Titanic. D'ailleurs, il a failli être évincé de ce rôle. Léo est arrivé, et bien sûr, il a charmé tout le monde. Cette énième audition avait pour but de voir si l'alchimie passionnelle entre les deux personnages, donc Jack et Rose, était présente entre Leonardo et Kate Winslet. Elle était déjà castée pour le rôle de Rose. Donc Léo a alors été surpris d'apprendre qu'il devrait lire des répliques et être filmé aux côtés de Kate. Il m'a répondu qu'il ne faisait pas de lecture. Du coup, James s'est dit ok. Il lui a serré la main avant de le remercier d'être venu en lui disant « C'est un film gigantesque qui va prendre 2 ans de ma vie. Je ne vais pas tout faire foirer en prenant la mauvaise décision lors du casting. Si tu ne fais pas la lecture, tu n'as pas le rôle. » Il nous a recadré le côté diva de Léo. Donc aussitôt, face à cet ultimatum, Léo a accepté de lire les quelques lignes du scénario aux côtés de Kate. Et James s'est alors souvenu de la façon avec laquelle il s'était illuminé en incarnant avec perfection le personnage principal de Titanic. Devenu Jack, Léo a charmé la caméra de James Cameron qui bouche bée s'est exclamé « Ok, c'est lui ». Donc ce choix décisif aura une répercussion mondiale, bien sûr. Le 23 mars 1998, lors de la 70e cérémonie des Oscars, Titanic remporte 11 Oscars sur 14 nominations, dont celui du meilleur réalisateur pour James Cameron. Le film est également champion du box-office français avec plus de 20,6
millions de spectateurs et 4e plus gros succès de tous les temps dans le monde, 2,2 milliards de dollars de recettes. Le film est rentré dans l'histoire du cinéma par la grande porte. C'était le film qui avait le plus cartonné depuis, me semble, Autant n'emporte le vent ou Ben-Hur. J'ai un doute, là, ça commence à dater, je ne sais plus. Cependant, à la stupéfaction générale, Léo n'est pas nommé aux Oscars. Une malédiction qui va le poursuivre pendant plusieurs décennies. C'est devenu presque une blague. Sachez par ailleurs que Léo n'apprécie pas spécialement cet immense classique et pilier de sa carrière passionnante. Non, il a dit dans une interview avec The Fan Carpet qu'il avait détesté l'impact que le film a eu à sa sortie. Au début, j'ai détesté la manière dont j'ai été transformée en simple belle gueule, comme si cela était tout ce qu'on attendait de moi. Cela m'a presque poussé à arrêter le cinéma pendant un temps parce que toute l'attention que j'ai reçue m'empêchait de mener ma carrière comme je le voulais. Je ne voulais pas faire de film romantique ou quoi que ce soit d'autre qui ne ferait que se servir de mon image ou de mon physique. En effet, le succès du film a été absolument énorme à l'époque de la sortie. Le monde entier s'est jeté sur un Leonardo DiCaprio alors âgé de 23 ans qui a failli imploser sous le poids d'un tel raz-de-marée. Mais Léo, qui avait fait ses armes sur des projets plus indépendants et exigeants avant Titanic, a néanmoins pu intelligemment profiter de cette renommée pour ensuite se concentrer sur les films qui l'intéressaient. Et cette gloire fulgurante, c'est à New York que Léo a décidé d'en jouir, ville qu'il adore depuis Basketball Diaries, mais aussi parce qu'à l'inverse d'Hollywood, là-bas, Léo peut se défouler, boire un peu trop, faire le zouave, quoi, sans risquer d'offusquer un producteur. Donc, il écume les bars, il balance des boules puantes sur les clients, parfois, il oublie de laisser des pourboires, souvent, et emballe de jeunes et jolis mannequins tous les soirs avec sa bande de vieux copains, que dans le milieu on a rebaptisé le Pussy Posse. Littéralement le gang des minous, en référence à leur passion pour les fêtes, la drague et les filles. Alors ce joyeux crew, c'est tous des acteurs précoces rodés à la machine hollywoodienne. Ils se sont rencontrés lors d'auditions, de plateaux de tournage en plateau de tournage tout le long de leur enfance. Et désormais sortis de l'adolescence, ils partagent leur éducation hors norme, un destin plus ou moins tracé et un certain esprit de compétition, chacun prenant l'habitude de parier sur le membre du gang qui explosera le premier. Bon, bien sûr, ça a été Léo. Donc dans ce gang, on a qui? Tobey Maguire, Jay Ferguson, Kevin Connolly, Lucas Haas, Ethan Suplee et Josh Miller. Oscillant entre les rôles de protecteur et de parasite, ils forment un rempart autour de l'étoile DiCaprio, le roi Léo, faisant tour à tour office d'assistant, de serveur, de porte-parole et même de garde du corps pour la nouvelle idole des jeunes. Et pour cela, la meilleure façon de connaître l'envers du décor, le quotidien du Pussy Posse à l'époque, serait donc de visionner le film Don't Plume. Pareil, je vous renvoie donc à cette vidéo où je parle du film et je vous invite aussi à regarder le film si vous voulez, il est disponible sur YouTube. La qualité est pas top, mais apparemment voilà, ça reflète le genre d'ambiance de ce groupe, ce Wolfpack. Donc une meute guidée par les hormones dans un spring break éternel, la nuit new-yorkaise. Ils jouissent d'une aura surnaturelle qui les a dispensés du sens de la galanterie et certaines de leurs cibles vont en faire les frais. Les aventures de la bande ont mauvaise presse. Il y a notamment cet épisode au cours duquel le fameux Pussy Posse est accusé d'avoir agressé le petit ami d'Elizabeth Berkley. C'était en 98, alors que Elizabeth, c'est une actrice pour ceux qui ne la connaissent pas, elle refuse catégoriquement les avances très lourdes de Leonardo lors d'une soirée à New York. Eh bien, ce dernier insiste et continue de la harceler par téléphone avec sa bande jusqu'à ce que Roger Wilson, le petit ami d'Elizabeth, décide d'intervenir pour tenter de les calmer et bizarrement, il se fait agresser tout de suite après à la sortie d'un restaurant à Manhattan. Au tribunal, il accuse l'un des membres des Pussy Posse de lui avoir brisé le larynx et réclame 45 millions de dollars de dommages et intérêts à Leonardo et un autre homme avouera finalement les faits. Donc la bande est officiellement disculpée, mais les suspicions demeurent. Une autre fois, en 2015, Leonardo se retrouve aux urgences en pleine nuit, après une soirée chez le petit ami de Paris Hilton de l'époque. Le mannequin Aretha Wilson lui a fracassé la tête avec une bouteille de bière, laissant Léo avec 17 points de suture. Elle se justifiera plus tard en disant qu'elle l'avait confondu avec quelqu'un d'autre. Elle croyait que Léo faisait partie d'un complot, une histoire assez farfelue. Voilà. Après un article retentissant de Nancy Jo Sales dans le New York Magazine
en 1998. Là, ils ont décidé de se calmer, quoi. Donc, depuis, Léo a considérablement ralenti les excès, les sorties, les festivités, les écarts de conduite, l'âge de raison peut-être, ou juste la mauvaise presse. Du coup, côté cinéma, il enchaîne avec un double rôle, le roi Louis XIV et son jumeau / ennemi dans L'homme au masque de fer, aux côtés de John Malkovich, Gérard Depardieu, Jeremy Irons et Gabriel Byrne. Côté cœur, en 2000, Léo se met en couple avec le mannequin Gisèle Bündchen et son image change dans les films suivants. Il joue dans le film La plage, en 2000, de Danny Boyle, puis il incarne un escroc face à Tom Hanks dans Arrête-moi si tu peux, de Steven Spielberg, et à partir de 2002, il se fixe comme objectif de ne tourner qu'avec les plus grands réalisateurs. Et par l'entremise de Robert De Niro, il obtient un rôle dans Gangs of New York de Martin Scorsese, dont il devient dès lors l'acteur fétiche. Et c'est reparti avec l'effet Titanic. Cette année-là, Gangs of New York domine les nominations avec pas moins de 10 citations aux Oscars. Et comme pour Titanic, son partenaire Daniel Day-Lewis est nommé, mais pas lui. Finalement, personne n'aura de statuette. Chicago reçoit celle de meilleur film, Adrien Brody celle de meilleur acteur pour Le pianiste. Donc c'est pas pour cette année-là, hein, l'Oscar. En 2004, Léo est de retour avec un rôle assez marquant dans Aviator de Martin Scorsese. Il incarne Howard Hughes, le multimillionnaire inspirant et troublé. Léo a lancé le projet en lisant une biographie de Hughes. Il le voyait comme un héros américain imparfait et depuis 8 ans, il développait cette idée, d'abord avec Michael Mann, puis avec Martin Scorsese. Aviator est coproduit par Appian Way, boîte de production de Léo qu'il a créée en 2001. Leonardo ne se confie que rarement sur sa vie privée, mais en 2005, il a accepté d'évoquer ses tocs. C'était dans les colonnes du Télégraphe, expliquant que ces derniers étaient légers à modérés selon les périodes de sa vie. Et voici ce qu'il raconte. Contrairement à ce qu'a vécu Howard Hughes et les gens gravement touchés, j'arrive à me réguler, en particulier pendant les scènes où j'oublie tout pour me concentrer sur mon personnage. Mais je me rappelle de ma maquilleuse et de mon assistant qui m'accompagnait jusqu'au plateau et qui disait « Oh non, il recommence, on va mettre 10 minutes à aller jusqu'au plateau parce qu'il doit faire des allers-retours en marchant sur toutes les traces de chewing-gum du chemin. » Je me laissais faire ça parce que je voulais tout évacuer avant mes scènes. Et Léo précise toutefois qu'il essayait parfois de se convaincre de résister à ses obsessions. Il y a un moment où je vais forcément me dire « Ok, tu es complètement ridicule, arrête, tu n'as pas besoin de revenir sur tes pas pour marcher sur ce chewing-gum collé au sol. Si tu ne le fais pas, il ne se passera rien de terrible. » Mais ce n'est pas toujours facile. Le film a malheureusement aggravé son trouble, ainsi que l'a confié un de ses médecins. Je trouve ça hyper indiscret au passage. Donc, dans une interview accordée au World Net Daily, le docteur Jeffrey Schwartz, qui a travaillé aux côtés de Leonardo, a confié qu'il avait été particulièrement inquiet pendant le tournage. Il a laissé son propre toc empirer pour jouer le rôle. Il y avait des moments où il n'était pas si facile pour lui de le contrôler. En jouant Hughes et en cédant à ses propres compulsions, Léo a induit une forme plus grave de toc en lui-même. Bon, aujourd'hui, Léo continue à se battre contre ses troubles, mais il évoque rarement le sujet en public. Au total, Aviator décrochera 5 statuettes, principalement dans les catégories techniques, mais aussi pour la meilleure actrice dans un second rôle, premier des 2 Oscars de Cate Blanchett, et Leonardo décrochera quant à lui la deuxième de ses 5 nominations à l'Oscar du meilleur acteur, en dépit de la relation particulière qui le lie à cette cérémonie, régulièrement accusé de le bouder, et avec raison parce qu'il n'aura toujours pas l'Oscar. Ce sera Jamie Foxx qui le remportera pour le film Ray, et Léo quant à lui remportera quand même le Golden Globe du meilleur acteur. En 2005, Leonardo et Gisèle se séparent après 5 ans de relation, et la même année, il se met en couple avec un autre mannequin, Bar Raffaelli. Pas grand chose à dire dans ces relations, c'est pour ça que je vais assez vite là-dessus. Ensuite, on arrive à la 3e collaboration Martin Scorsese-DiCaprio en 2006, qui vaut au cinéaste sa première victoire aux Oscars. Il s'agit des Infiltrés qui remportent l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur, mais curieusement, c'est pour un autre film plus mineur, Blood Diamond de Edward Zwick, que Leonardo est nommé pour meilleur acteur, mais il est battu par Forest Whitaker pour Le Dernier Roi d'Écosse. Décidément, en 2008, Léo incarne un agent de la CIA traquant un terroriste en fuite dans Mensonge d'État de Ridley Scott, et Léo retrouve ensuite sa meilleure amie Kate Winslet dans Les Noces rebelles, une adaptation du roman de Richard Yates qui dépeint un jeune couple luttant pour concilier ses aspirations atypiques avec une existence étouffante dans une banlieue des années 50. Un de mes films préférés. Les retrouvailles qu'était Léo, que c'était beau ce
film que c'était triste. Kate et Léo sont exceptionnels dans ce film dirigé par le mari de Kate, Sam Mendes, et si ni l'un ni l'autre ne sont nommés pour le film, Kate Winslet remporte quand même l'Oscar de la meilleure actrice cette année-là, mais pour un autre film, The Reader. Et toujours rien pour Léo. Bon, on poursuit, hein. Avec son premier Christopher Nolan et son 4e Scorsese, Léo obtient de nouveaux gros succès publics. Shutter Island, film snobé par les Oscars, tout comme Inception, qui est nommé dans de multiples catégories meilleur film, mais rien pour meilleur acteur. Autre grand rôle qui attend Léo, celui de Hoover, chef ultra-conservateur du FBI dans J. Edgar de Clint Eastwood, mais pas de nomination à l'arrivée. 2011, Léo et Barr se séparent, comme d'hab, hein, au bout de 6 ans de relation. Et là, je vais plus les compter, hein, parce qu'après il les a enchaînés. Après une brève idylle de quelques mois avec l'actrice Blake Lively, Léo retourne vers son style de prédilection, les mannequins, de préférence moins de 25 ans, donc je vous la fais courte, hein. Erin Ederton, Tony Gart, Kelly Rockbark, Nina Agdal, Camilla Morone, excusez-moi encore une fois, moi et les noms, donc voilà quoi, c'est pas la peine de s'étaler. Ensuite vient Django 2012 de Quentin Tarantino, où là Léo joue un sadique, propriétaire de plantation esclavagiste dans le Mississippi d'avant-guerre aux côtés de Jamie Foxx. J'adore ce film, et même s'il a un petit rôle, il est époustouflant. Ensuite, il retrouve Baz Luhrmann, 15 ans après Roméo plus Juliette, pour un autre rôle grandiose, le personnage principal de l'adaptation fastueuse de Gatsby le Magnifique de Fitzgerald. C'est en 2013, aux côtés de son ami d'enfance Tobey Maguire. Aux States, le film connaît un succès retentissant dès sa sortie, cumulant 51,1 millions de dollars de recettes le premier week-end d'exploitation, ce qui représente de loin le meilleur démarrage de toute la carrière de Baz Luhrmann. Et en France, le film domine très vite le box-office avec plus de 760 000 spectateurs en une semaine. Et je trouve que ce rôle de Léo est sous-coté. On n'en parle pas assez, mais dans ce film, Léo me fait tellement pitié, je chiale. Voilà, je chiale. Il y a des longueurs, oui, mais visuellement il est magnifique. La bande-son, j'adore. Et ouais, Léo quoi. La fin. Quelle injustice, j'ai envie d'éclater tout le monde. C'est un des rares films où j'ai vraiment aimé Tobey Maguire. J'adore son personnage à Tobey. Franchement, rien à dire. Lui aussi, je le trouve très touchant dans ce film, Tobey. Très bonne prestation. Carey Mulligan, génial, j'avais envie de la baffer, mais elle joue très bien. Par la suite, Léo nous livre encore une performance tonitruante de Jordan Belfort, un agent de change qui a escroqué des millions de ses clients dans Le Loup de Wall Street. En 2013, de Martin Scorsese, le film était basé sur les mémoires éponymes de Belfort parus en 2007. Et quel escroc ce mec! Quand le livre The Wolf of Wall Street est paru en 2005, Leonardo et Brad Pitt se sont livrés à un combat sans répit pour en acheter les droits, surenchérissant constamment l'un sur l'autre, Brad Pitt avec Ridley Scott à la réalisation, mais en apprenant que Martin Scorsese réaliserait le film si son nouvel acteur fétiche obtenait les droits d'adaptation, Leonardo donc, Jordan Belfort, il n'a pas hésité plus longtemps quoi. Oui, Scorsese et Léo, forcément. Dans ce film, Léo nous livre sa performance la plus dingue de toute sa filmographie. Il se tape le torse dans une scène complètement improvisée avec Matthew McConaughey, et il insulte Margot Robbie, il motive ses troupes dans un discours d'une vulgarité sans borne, mais ça lui va trop bien. Et le clou du spectacle, la séquence dite des Lemon Quaaludes, j'espère que je prononce bien, se retrouve temporairement privée de l'usage de la parole et de ses jambes. Et sachez que, vu que plus de 90% du film consiste à montrer des gens prendre des substances, il n'était pas question de truquer l'effet tout le temps, donc les acteurs sniffaient de la vitamine B réduite en poudre pour simuler la coco. Donc Jonah Hill, par exemple, il en a tellement pris qu'il a été obligé de passer par la case hôpital parce que ça lui avait provoqué une inflammation des bronches. Et la scène culte dans laquelle Mark Hanna, donc Matthew McConaughey, se martèle la poitrine en fredonnant, elle a été complètement improvisée par Matthew. La fameuse chanson de Matthew, c'est un vrai truc de Matthew. Et c'est Leonardo qui l'a vu faire ça avant de tourner et lui a dit on va l'ajouter à la scène. Et apparemment, Matthew fait souvent ça pour se détendre et se motiver avant de tourner. Et puis du coup, c'est devenu une scène culte. Alors sachez que la production du film a dû payer 60 millions de dollars au gouvernement américain pour une histoire obscure qui concerne la maison de production malaisienne Red Granite Pictures, qui appartient au beau-fils du premier ministre malaisien. En gros,
plusieurs films, dont celui-ci, auraient été en partie produits avec de l'argent volé à des fondations. Même autour du film, ça parle de magouilles, mais ça, je vous en ferai une vidéo à part parce que c'est une histoire rocambolesque, laissez tomber. Et de son côté, Jordan Belfort le vrai a fait un procès à la production. Oui, quand on deal avec un arnaqueur, on se fait arnaquer. Et là, en fait, après l'histoire de l'argent volé donc de la production, Jordan a déclaré que ce scandale avait amené une image négative à son histoire et il a donc réclamé 300 millions de dollars de compensation. En vendant les droits de son bouquin pour une jolie somme, le département de la justice américaine avait envoyé une injonction à Jordan Belfort pour utiliser 50% de ses gains afin de rembourser ses victimes, ce qui faisait un beau 100 millions de dollars, sauf qu'après quelques temps, il n'avait rendu qu'une somme dérisoire et il devait toujours 90 millions de dollars, alors qu'il continuait de s'en foutre plein les fouilles en participant à des conventions grâce à sa notoriété due au film. un escroc, mais jusqu'au bout, quoi. Il remboursait même pas les dettes aux victimes qu'il avait fait, quoi. C'est hallucinant. Bon, le film a quand même été vivement critiqué pour diverses raisons. Leonardo DiCaprio expliquait à Variety qu'il n'était pas question d'approuver ou glorifier le comportement du trader et, je cite ses propos, « Le film pourrait ne pas être compris par certains. J'espère que le public comprend que nous ne tolérons pas ce comportement, que nous le condamnons. Le livre était une mise en garde et si vous restez jusqu'à la fin du film, vous comprendrez ce que nous affirmons à propos de ces gens et de ce monde car ce dernier est toxique. » Voilà. Pour sa performance, Leonardo reçoit sa 4e nomination aux Oscars, mais toujours pas la victoire. Mais grâce à ce rôle, Leonardo remporte quand même son 2e Golden Globe du meilleur acteur. Par la suite, dans une interview accordée au magazine allemand Bild en janvier 2013, Leonardo dit vouloir faire une très longue pause car il est fatigué d'avoir enchaîné les tournages comme ça. Donc il décide de prendre du repos et il nous reviendra donc avec le revenant, The Revenant, rôle qui devait revenir à Christian Bale à la base, qui s'est finalement désisté. Et là, sérieusement, on voit pas comment l'Oscar pourrait lui passer sous le pif. Le film est un énorme succès, sa performance, loin d'être l'une des plus passionnantes de sa carrière, est quand même celle qui impressionne le plus l'Académie. Il y a l'exploit physique, des scènes de paralysie, un gros boulot de maquillage et d'amaigrissement pour avoir l'air d'un air affamé, quasi-mutisme sur les 3/4 du film, donc tout semble paramétré pour que, cette fois, il ait sa statuette. Bon, jackpot, Léo remporte enfin l'Oscar du meilleur acteur pour ce rôle. Tournage assez éprouvant, hein. Le réalisateur voulait absolument tourner les scènes dans l'ordre chronologique et uniquement à la lumière naturelle. Ça a donc sévèrement compliqué la tâche de tous ceux impliqués dans l'aventure, car tourner à la lumière naturelle réduit de manière drastique le temps de tournage possible et ça oblige les acteurs et les équipes techniques à faire des répétitions minutieuses et complexes de chaque scène afin d'exploiter au mieux le temps imparti. Leonardo a expliqué qu'ils avaient répété comme pour une mise en scène pendant de longues heures car les mouvements de caméra étaient complexes et qu'ils ne disposaient souvent que de 90 minutes par jour pour capturer la magnifique et illustre lumière de Chivo. Le temps de faire l'aller-retour, 40% de la journée qui s'était déjà écoulée. Donc Léo a dû se lever aux aurores et ce pendant toute la durée du tournage, durée d'ailleurs exceptionnellement longue, 9 mois de tournage. Autre inconvénient, tourner un film au Canada pendant la période hivernale et au printemps n'a pas facilité les choses. Il faisait moins 30 degrés, tout le monde était congelé, les équipements se cassaient. Léo lui s'est plaint d'avoir les yeux gelés, mais ça a eu un succès inattendu. Tout le monde pensait qu'ils allaient se planter, en fait, qu'ils avaient beaucoup trop dépensé, que le film, c'est pas qu'il en valait pas la peine, mais ils pensaient vraiment pas qu'il rapporterait. Eh bien si, il a fini avec un bilan de 532 millions de dollars. Et donc on retrouve 4 ans plus tard un Léo enfin oscarisé qui revient au cinéma avec Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, film qui parle d'un acteur déchu et de son cascadeur, Brad Pitt. La performance de Léo lui vaut sa 6e nomination aux Oscars. Il jouera ensuite dans Don't Look Up en 2021 et en 2023 il retrouve Martin Scorsese de nouveau ainsi que De Niro pour Killers of the Flower Moon, inspiré de meurtres réels de membres de la tribu Osage riche en pétrole dans les années 1920. C'est un drame policier qui a été présenté au Festival de Cannes en avant-première et il a été largement salué. Donc là récemment, janvier 2025, Leonardo, militant autoproclamé pour le climat, a suscité la colère en ligne grâce à sa réponse
hypocrite à la crise à Los Angeles. On va quand même parler de ça. Hein. Étant donné son engagement en faveur de l'environnement depuis des décennies, beaucoup ont été surpris d'apprendre que Leo avait utilisé un jet privé pour fuir les incendies de Los Angeles. Donc il a été aperçu au Mexique avec sa petite amie du moment, Victoria Ceretti, du père de Leo, George, et de son épouse Peggy Ann Farrar. Donc on les a vus en train de débarquer de l'avion, tenue décontractée, au calme quoi. Donc forcément le choix de Leo de voyager en jet privé a suscité la controverse, sachant qu'il a créé la fondation Leonardo DiCaprio en 1998 pour soutenir les organisations œuvrant en faveur du développement durable, et par l'intermédiaire de cette fondation, il avait fait don de plus de 80 millions de dollars de subventions pour lutter contre le changement climatique et la perte de la biodiversité. Sa fondation en 2019 a même fusionné avec Emerson Collective et Global Wildlife Conservation pour former donc la Earth Alliance. Et en 2000, Leo avait animé les festivités du Jour de la Terre et interviewé le président américain Bill Clinton pour une émission spéciale sur le réchauffement climatique. En 2004, Leo avait rejoint les conseils d'administration du Natural Resources Defense Council et de Global Green USA. Et il a même fait la 11e heure, un documentaire environnemental qu'il a écrit et narré. Ça a été présenté en avant-première au Festival de Cannes en 2007. Il a ensuite produit et narré Ice on Fire en 2019, toujours un documentaire qui explore la possibilité d'inverser le changement climatique. Il a réussi à intégrer un appel à l'action contre le changement climatique dans son discours de remerciement aux Oscars 2016. Nous devons soutenir les dirigeants du monde entier qui ne parlent pas au nom des grands pollueurs ou des grandes entreprises, mais qui parlent au nom de toute l'humanité, des peuples autochtones du monde, des milliards et des milliards de personnes défavorisées qui seront les plus touchées par cette situation, des enfants de nos enfants et de ces personnes dont les voix ont été étouffées par la politique de la cupidité. Autant vous dire que ce discours, il fait du coup bien rigoler les gens maintenant. Léo qui fuit les incendies en jet, ça passe pas. Selon Airport Technology, les jets privés sont 5 à 14 fois plus polluants par passager que les vols commerciaux. Et c'était pas la première fois que l'écologie à deux vitesses de Leonardo est pointée du doigt. Il se déplace régulièrement en jet privé. Il s'était également vu reprocher d'avoir loué un des yachts les plus polluants de la planète pour la Coupe du Monde de football de 2014. Et ça, les yachts, c'est très souvent qu'il en prend pour ses petites vacances en pleine mer. Donc, je vous ai cité tout à l'heure Victoria Ceretti, elle est italienne. Ils sont ensemble depuis 2023. Bon, elle fera pas long feu comme les autres, mais comme je vous ai dit, tout ce qui concerne la vie amoureuse de Léo, je vous en parle dans une vidéo à part et j'inclurai aussi les connexions entre Leonardo et P. Diddy. Et voilà, donc sur ce, on va s'arrêter là pour Leonardo. Je remercie encore CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez le lien ici, mais également en barre d'infos et en commentaire épinglé pour profiter des 83% de réduction sur l'offre avec les 4 mois gratuits. N'hésitez pas, sur ce, plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah, bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.